Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite appréhension de savoir comment la personne en face, elle va réagir face à ton offre. Plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir des gens au téléphone que je connais pas, qui le prennent mal. L'exemple de l'immeuble à Dijon, c'est un prix canon en vrai que tu négocies. Et en fait, vu qu'elle dit oui tout de suite, tu fais « Ah putain, ça se trouve, on aurait pu y aller encore plus bas, tu vois. » Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Foncière Orion. Aujourd'hui je suis accompagné de Charles et de Mélanie. L'objectif du jour c'est de parler un peu de négociation. C'est vrai que souvent c'est quelque chose qui est assez important parce que c'est le prix d'achat qui va déterminer si on fait une bonne affaire ou pas. Et on va vous donner un petit peu tous les trucs et astuces qu'on peut nous avoir, des cas de figure qu'on a pu rencontrer au fur et à mesure de notre parcours. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon du coup on va parler négociation. Qu'est-ce que c'est que la négociation? Est-ce qu'on peut négocier? Est-ce qu'on peut négocier? J'allais y venir. Est-ce qu'il faut être gêné de négocier? C'est ça. Déjà casser peut-être un peu le mythe, on en a déjà parlé, mais quand on a un prix affiché, notamment sur les plateformes type Le Bon Coin, C'est Logé, c'est un prix affiché et généralement tout est quand même plus ou moins négociable. On est d'accord là-dessus? On est plutôt d'accord, ouais. Ok. Mais pour autant, et je vous invite à voir notre vidéo qui s'affiche ici sur les meilleures affaires qu'on a fait, parmi les meilleures affaires qu'on a fait, on n'a parfois pas négocié. Donc c'est tout ça qu'on va développer parce qu'il n'y a pas de recette miracle par rapport à la négociation. On est d'accord. C'est un ensemble d'éléments. On est d'accord. Si on devait... Une histoire là, de négociation que vous avez pu avoir dans votre parcours d'investisseur qui vous a surpris, une négociation qui est passée alors que vous pensiez que ça ne pouvait pas arriver, ou alors un truc où vous avez dit là on va pouvoir négocier 10% facile, et en fait le gars a dit non c'est ferme et puis ça s'est arrêté là. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Une anecdote que j'ai en mémoire, c'était un immeuble pas très loin d'ici mais qui est pas à Châlons, où on avait fait une offre fermée définitive, c'est-à-dire qu'on avait visité, c'était affiché à 500 et quelques, on avait fait 400 fermé définitif. Entre nous, on était 4 associés, c'était avant la création de la foncière, on savait qu'on pouvait remonter. On s'est dit, est-ce qu'on fait fermer définitif direct pour diminuer l'amplitude de la contre-offre en fait? C'était ça la stratégie, c'était de se dire si on fait 400, peut-être qu'il va faire 450, parce que c'était 490 je crois le prix affiché. Et finalement, si on fait 400 fermé définitif, il va pas l'accepter, mais par contre peut-être qu'il va faire que 410, 401, parce que contre un fermé définitif, tu remontes pas de plus de 10%. Et finalement, il a accepté. Ouais, le fermé définitif, c'est vrai que c'est un truc moi au début je l'utilisais pas trop quand j'ai commencé à investir, mais ça marche plutôt bien parce qu'en fait psychologiquement dans la tête du vendeur tu t'es pas prêt à remonter déjà, ou alors si tu laisses c'est vraiment parce que tu fais un gros effort et ça va limiter le truc et tu vas pas couper la poire en deux quoi. Il sait déjà que la négo elle va être très difficile pour lui et c'est vrai que ça marche pas mal. Tu l'as déjà fait toi ou pas? Après aussi ce qui marche bien avec le fermé définitif, c'est de faire une offre sans condition de financement. Ouais, c'est vrai aussi. Hein. Et c'est vrai que souvent, ça joue quand même en notre faveur en fait, certaines opérations. À offre équivalente, tu sais que ça bascule de notre côté. Quoi. C'est vrai que nous, aujourd'hui, avec la foncière, on a la chance d'avoir les reins solides. Et on fait des financements bancaires, mais on y va sans financement parce qu'on peut acheter cash si besoin. Ça, au début, quand on investissait, on ne pouvait pas le faire. Mais c'est vrai que maintenant, le vendeur, il a l'assurance que ça va au bout, qu'on ne pourra pas sortir en mettant 2 offres de refus de prêt sur la table. Et ça, c'est vrai que dans les négos, ça marche bien. Quoi. De toute façon, dans la négo, ce qu'il faut essayer de faire, je ne sais pas si vous me dites, mais c'est de récolter l'ensemble, on va dire, des défauts du bien pour essayer d'appuyer dessus là où ça fait un petit peu mal. Après, de sentir un peu s'il peut y avoir notamment des fois une pression pour vendre de la part du vendeur, succession, etc. Mais on va développer après. L'objectif, c'est aussi d'avoir... c'est vrai que si tu arrives déjà avec une sorte de prévalidation bancaire, c'est toujours mieux et c'est toujours plus facile de négocier dans ces conditions. Ouais. Quoi. Et après, ça dépend du vendeur qu'on a en face. Si on a un particulier, si on travaille avec un agent IMO, pas forcément récurrent, c'est la première fois qu'on le voit, ou alors avec un agent IMO avec qui on a l'habitude de travailler, l'approche, elle va être différente en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face. Alors les agents IMO, il y en a avec qui on travaille de manière très récurrente, en toute confiance, où on sait qu'en fait, le prix qu'ils nous donnent, c'est un prix qui n'est pas négociable, et ça, on en est conscient. Ça arrive assez souvent, ça d'ailleurs, qu'on nous donne un prix... c'est vrai qu'on a, là je pense à un agent IMO avec qui on travaille très régulièrement et on sait que toutes les affaires qu'il nous apportent, elles sont bien pricées et on va pas chercher à négocier parce que en fait le prix c'est le bon prix et c'est même parfois un très bon prix pour nous. On sait avant d'aller visiter quel est le bon prix. Il faut pas chercher toujours à avoir regretter toujours plus. Oui, voilà. T'as un exemple là, tu avais un dossier donc le prix était déjà très très bon. Ouais, c'était une affaire pour un de nos clients. Donc un immeuble avec 3 appartements plus un local commercial, mais le local était vacant depuis plusieurs années. Notre objectif, c'était de transformer le local en habitation. Et l'agent IMO, lui, dans son estimation, il n'a pas estimé le local, en fait, pour lui. Mais volontairement, il a dit, le local, pour moi, ça vaut rien. Pour moi, ça vaut rien. Et nous, forcément, on savait très bien qu'on allait le transformer en habitation, en T3 en plus. Donc pour nous, ça a de la valeur. Mais il avait raison, en l'état, le local, il valait pas grand-chose. En l'état, il valait rien. Il était vacant depuis une dizaine d'années dans un
mauvais état. Et là, c'est l'estimation. Il avait fait une très bonne estimation. Et notre client, nous, on lui a dit le prix, c'est tant. Et faut pas négocier. Et notre client, il dit, on pourrait négocier 5 000 €. On lui a dit, non, l'immeuble déjà très rentable avec ce prix-là, ça sert à rien d'aller chercher une négo en plus. Et ça pourrait que détériorer pour nous la relation avec l'agent IMO. Donc c'est pas ce qu'on recherche. En fait, c'est vrai que c'était son premier achat en fait. Ouais. Donc c'est vrai que tu te dis toujours que tout est négociable et en vrai il a pas tort. Tu prends un peu de recul, tu te dis l'affaire est déjà très bonne, le cash flow il est déjà très intéressant. Pour aller gratter 3-4 000 € sur c'était quoi, c'était ce ordre d'idée là, de toute façon c'était pas grand chose. Oui, c'était même pas, je crois que c'était 5 000 €. Pour aller gratter ça, et tu te dis mais en fait c'est limite ce que tu vas perdre en cash flow plus amortissement sur 2 mois, quoi. Donc c'était vraiment du gain petit, et c'est aussi notre rôle des fois quand on accompagne les clients comme ça, de leur faire entendre raison quand c'est une bonne affaire. Ça sert à rien d'aller gratter pour gratter, quoi. Mais il l'a très bien compris. Après, il a pas cherché à négocier plus. Comment tu arrives à savoir le potentiel de négociation? C'est l'expérience évidemment, mais est-ce qu'il y a des petits feelings, des petites choses un peu plus concrètes que tu peux avoir? Je dirais que ça dépend un petit peu déjà de à qui on parle, si tu parles à l'agent IMO, si tu parles au vendeur, parce qu'en fait l'agent IMO, lui, il a un intérêt, c'est que la transaction se fasse. Son intérêt, il n'est pas vraiment au prix précis, il est surtout que ça matche à un moment donné. Donc lui, théoriquement, il est intéressés à te donner des informations. J'aime bien justement discuter avec eux pour savoir, par exemple, s'il y a déjà eu des offres refusées, pour avoir finalement un plancher de négociation. Alors faut voir à conditions équivalentes, mais ça donne, imaginons un immeuble affiché 1 million, si on dit il y a eu une offre refusée à 800 000 €, je pars du principe que même si l'agent IMO, je le connais pas, donc il a pas ma confiance par défaut, il a pas trop d'intérêt à me dire qu'il y a une offre à 800 000 qui a été refusée, puisque son intérêt à lui, c'est que la transaction se fasse. Ouais. Et oui, il aura moins d'honoraires s'il vend à 800 000 que s'il vend à 1 million, mais il aura des honoraires, d'autant plus que nous on travaille sans condition, donc il est pas en train de perdre son temps. S'il me dit qu'il y a une offre refusée à 800 000, j'ai plutôt tendance à le croire. Et du coup, ça me donne un plancher de négociation, et après on peut travailler autour de ça et voir déjà, nous, est-ce qu'on se situe par rapport à notre target de rentabilité. Ouais. Si on est à 700, on sait déjà que c'est mort et on lui dit. Et par contre, si notre target, elle est, je dis n'importe quoi, à 850, et on sait que 800 ça a été refusé, 850 on n'a aucune idée de savoir si ça va être accepté ou pas. Si on veut ça, est-ce qu'on commence par taper en dessous pour ensuite remonter, ou est-ce qu'on part en fermer définitif comme on le disait avant? Je suis d'accord. Moi, je trouve que je suis d'accord avec toi que la première piste d'amélioration pour vraiment bien négocier, c'est faire parler soit le vendeur, soit l'agent IMO, et en fait, tu apprends énormément de choses. Donc déjà, tu apprends s'ils sont plusieurs, s'ils s'en vendent depuis très longtemps. Si s'en vendent depuis 1 an, c'est pas la même chose que s'ils s'en vendent depuis 2 jours, évidemment. Toujours pareil, l'agent IMO, il peut te mentir, il peut dire j'ai déjà une offre à 800 alors ça vient de sortir, alors ça fait un an que c'est à la vente. Mais il faut quand même prendre les infos. Après, t'en fais ce que t'en veux. Moi, de plus en plus, en fait, à l'agent IMO, direct, à la fin de la visite, je lui dis, mais en fait, c'est quoi le prix plancher, quoi? Et il va te donner une indication, soit elle est bonne, soit elle est pas bonne, mais au moins, tu sais, s'il dit, le prix plancher, c'est 700 000, tu sais que ça sert à rien d'aller chercher 500 parce que ça passera jamais. Si tu te dis que tu avais pour objectif de faire une offre à 650, t'es pas très loin du prix plancher, il y a peut-être moyen, tu vois, d'aller négocier quelque chose, quoi. Quand, par exemple, c'est, je vais dire un exemple, un notaire qui t'amène une affaire. Tu sais pas si t'es nombreux dessus, tu sais pas si t'es tout seul, tu sais pas si t'es 2, si t'es 3. Dans la foncière, on a l'activité à la fois de marchand de biens, on a aussi l'activité de locatif. Des fois, t'es tenté de faire du marchand de biens parce que tu sais que tu vas récupérer de l'argent plus rapide, tu vas faire une meilleure affaire. Est-ce qu'on la tente en marchand où on fait une offre assez agressive au détriment que ça passe pas, ou alors est-ce qu'on a sur le coup et on la prend pour notre pôle locatif? Enfin, tu vois, je te prends l'exemple, la Mélanie, que tu avais eu il y a pas très longtemps pour un immeuble, je pense que tu vois lequel je parle, sur Chalon-sur-Saône. On a choisi l'option agressive en disant on va y aller en marchand, alors qu'en fait on aurait pu sûrement avoir le bien en faisant du locatif. Comment t'as géré ça? Après, ça dépend aussi du bien proposé. C'était un petit immeuble avec 4 appartements, avec des locataires qui n'étaient pas forcément très quali, pas forcément à jour de ses paiements, l'immeuble pas très bien entretenu. Il y avait un sujet au niveau de la toiture. Je me doutais un peu que l'investisseur particulier, il va pas forcément aller sur une affaire comme celle-ci. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va faire une proposition un peu plus agressive. C'est vrai qu'il y avait quand même des locataires, il fallait négocier des indemnités d'éviction, c'était pas simple, donc tu t'es dit quitte à faire l'affaire autant bien rentrer, bien acheter, comme ça au moins on sait pourquoi on va se faire chier, quoi. C'est ça. Et celui-ci pour le coup on s'était dit si on l'a on est content, si on l'a pas c'est pas grave, on court pas après. C'était pas non plus pas de regret quand l'agent IMO j'ai fait ma proposition et puis elle a dû me répondre 2-3 jours après, et puis quand j'ai reçu sa réponse je me suis dit je sais pas si je dois être contente ou pas contente, parce que en fait je savais que il allait me demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, parce que il y a plein de sujets à traiter. Au final, là, c'est toujours en cours, mais je pense que... tous les sujets qui devaient être traités sont traités. Maintenant, on est en train de revendre le bien. On peut pas perdre d'argent, quoi. Maintenant, on peut plus perdre d'argent. C'est ça. On peut rien gagner. Mais c'est vrai que des cas comme ça, pour le coup, tu te dis, on y va en marchand parce que de base, c'est pas la typologie de ce qu'on veut en locatif.
Et par contre, bon bah voilà, il y a quand même beaucoup de taf, donc il y a de la marge à faire, mais qui est corrélée quand même à une quantité de travail, à une part de hasard. Alors que t'as des fois, et tu vois, je reprends le cas de ce qu'on a fait dans nos meilleures affaires, un immeuble qui était affiché entre guillemets, où la personne en voulait 500 000 euros, nous on pensait qu'il valait 900 000 sans rien faire. Donc là, du coup, par contre, t'es fébrile, tu te dis faut pas qu'elle nous échappe. Et donc on s'était mis d'accord un petit peu avant pour dire voilà, on va essayer de tirer un peu encore à 480. Et quand j'ai vu que la personne en face de moi, donc ça je l'ai fait en live à la fin de la visite, qui a été fermée, elle me dit non vraiment j'en veux 500. Bon bah ok, pas de problème, on n'a pas discuté. Le lendemain on a fait une offre à 500 sans condition de financement. Et finalement en conclusion, vous verrez dans la vidéo pourquoi on n'a pas fait cette affaire. Mais il y a aussi ce côté là où à quel point t'as une grosse marge pour parler du marchand, et à quel point est-ce qu'elle est corrélée soit à du travail, par exemple des travaux, ou alors à du hasard, par exemple le fait de devoir libérer des appartements où tu as des gens qui sont en impayés, tu sais pas du tout combien de temps ça va prendre, bah c'est pas l'appréciation. Donc on est plus ou moins sévère. Ouais. Et puis ça dépend aussi du prix d'acquisition. Là, on était sur un prix d'acquisition autour de 100 000 euros. Ouais, c'est pas le même engagement financier que quand c'est... Et là, du coup, l'affaire, elle passe, on est content. On est content. Oui, là, on va être content parce qu'on sait qu'on va gagner de l'argent. J'ai un autre exemple en tête, donc cette fois, c'est un immeuble qui est situé dans la Grande Rue. On y allait un peu fort sur la négo. Ah oui, ok. Celui-là, tu vois aussi de lequel dont je parle. En gros, on s'est dit, on le fera en marchand. C'était un immeuble qui aurait pu rentrer dans le parc locatif de la Foncière, ce qui était quand même très qualitatif. À vouloir trop négocier, trop jouer, et on en est conscient, parce qu'on connaît notre métier maintenant, on sait que plus tu tapes bas, moins tu as des chances, évidemment. Et là, pour le coup, on a perdu l'affaire, mais c'est comme ça, c'est le jeu. On avait dû faire une offre à 400 000 euros. Il y a une personne qui a fait 420 000 C'est ça. 415 000 euros. Donc pour 15 000 euros. Alors qu'on savait très bien que celle-là, si on pouvait l'acheter, on pouvait monter jusqu'à 450 et que ça restait une très bonne affaire pour le locatif de la Foncière. Mais c'est vrai qu'on a voulu être un peu agressif. Ça marche pas à tous les coups. Quand tu négocies, il faut vraiment être conscient que plus tu t'abats, évidemment, moins tu as de chance. Je pense qu'on a fait l'erreur. On aurait peut-être dû se dire, on le prend pour la Foncière. On a voulu être trop gourmand. On était un peu seul sur le dossier, en fait. C'est toi qui avais démarché. Tu étais en direct avec le particulier. On s'est senti J'avais un peu très bon feeling, très bon contact avec la propriétaire de l'immeuble. On avait un climat de confiance et non. Et non. Et en fait, non. Et comme l'immeuble était en gestion locative dans une agence. Ouais, t'as éveillé la curiosité et tac, on s'est fait doubler. Mais ça du coup, c'est... Après, ça peut arriver, ça va dans les deux sens. Donc, c'est vrai que ça dépend des objectifs, en fait. C'est-à-dire que si tu te dis, par exemple, je sais pas, il faut que j'achète pour 10 millions d'euros de locatif dans l'année, tu vas pas t'amuser à casser des négos ou alors à taper trop bas parce que tu as besoin de remplir ton objectif. Et inversement, tu vois, on a déjà eu des cas de gens qui, par exemple, vont quitter leur emploi. Si tu as une échéance à laquelle tu sais, par exemple, que tu pourras plus difficilement emprunter, bah peut-être qu'il vaut mieux se dire, bah oui, ok, j'accepte une contre-offre ou alors je négocie moins fort d'entrée pour sécuriser l'opération, parce que quand tu es dans ces contextes-là, bah, il vaut mieux faire une opération que pas en faire. Ça veut pas dire qu'il faut l'acheter au prix affiché à n'importe quel prix. Et nous, en fait, notre travail, c'est d'optimiser ça, c'est d'arriver à avoir toujours des meilleures conditions d'entrée, sans pour autant se dire, bah finalement, on n'arrive rien à acheter parce qu'on divise tous les prix par 4, on est rationnel, et on voit en fait à quel moment ça peut fonctionner en fonction du secteur géographique, en fonction de la typologie des biens. C'est pour ça qu'en gros, ta négociation, pour bien l'amener, il faut sentir un peu ce rapport de force. Si tu es en position de force par rapport au vendeur, parce que c'est une succession et qu'il a ses frais de succession à payer, si tu vas sans condition de financement, si tu dis que tu peux acheter dans les 2 mois, tu sais que forcément, tu as plus d'emprise sur le vendeur et que tu peux mieux négocier. On pensait qu'on était en position de force, et en fait, on l'était pas tant que ça. Il a suffi qu'elle aille voir sa gestion locative en disant je vais peut-être vendre mon immeuble, et on s'est fait doubler, et le gars qui l'a acheté, il a fait une très bonne affaire. Quand tu connais la fin de l'histoire, c'est facile de tout refaire, mais tout refaire dans les roulements, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et j'avais une question aussi, c'est je trouve qu'il y a un peu 2 teams. Est-ce que vous êtes team, avant de visiter le bien, je commence déjà à prendre des infos de négociation au téléphone pour essayer de cadrer si c'est intéressant ou pas. Tu peux pas aller tout visiter parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu perds ton temps. Donc est-ce que vous, au téléphone, vous commencez déjà à prendre un peu des infos sur les négociations, ou vous préférez vous dire je vais pas parler de prix avant d'aller visiter, parce que je sais qu'il y a des gens qui le prennent mal, notamment des agents IMO. Je préfère d'abord aller visiter, et après, quand je vais visiter, je vais aller appuyer sur les points qui font mal et sur les défauts du bien. Je pense que ça dépend l'agent IMO en face, si on a l'habitude de travailler avec lui ou pas, s'il nous connaît. Parce que s'il nous connaît, il connaît un peu nos critères de rentabilité, etc. Et là, on peut parler un peu plus rapidement de négociation. Là, dans ce cas-là, oui. Par contre, si la personne en face, on la connaît pas du tout, moi, je préfère déjà discuter, échanger au moment de la visite, sentir le feeling. Et en plus, dans tous les cas, ça nous fait des contacts. Si c'est pas cet immeuble-là, ça sera peut-être pour un autre immeuble. Si je connais pas l'agent IMO, je cherche pas à négocier directement, quoi. Moi, tu vois, c'est l'inverse. Tu vois, genre, si je connais pas la personne, je vais toujours arriver ici. Enfin, après, ça dépend le feeling avec l'agent IMO. Des fois, t'as des gens qui au téléphone sont très fermés, tu sais que bon, là, ça sert pas grand chose. Mais si le gars, il y a un bon feeling, ou l'agent IMO,
je mets une petite phrase en mode du coup il y a une marge de négociation juste pour voir en fait si souvent c'est oui il y a forcément une petite marge. La meilleure affaire de notre vie qu'on a fait avec Charles, encore une fois allez voir la vidéo direct, elle m'a dit oui il y a une grosse marge de négociation, donc là en fait tu sais déjà que tu y vas, tu sais déjà que tu vas pouvoir vraiment appuyer. Dès que je vais visiter, je vais direct appuyer encore plus fort sur les points négatifs, parce qu'en gros, je me dis, je vais exacerber encore, je vais caricaturer vraiment les défauts pour qu'en fait, la grosse marge de négociation, elle soit encore plus grosse aux yeux de l'agent IMO ou aux yeux du coup du particulier. Je sais pas ce que tu fais, Charles, si tu parles un peu prix au téléphone ou pas. Moi j'en parle, surtout que sur le marché où je travaille, on part de très loin généralement. De Lyon, donc du coup, c'est compliqué de tomber dans nos critères. Et je préfère en parler parce que justement, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir des gens au téléphone que je connais pas, qui le prennent mal, genre des agents IMO, donc pas des particuliers, mais des agents IMO. Pour eux, un marché, il est forcément efficient et leur estimation, c'est la bonne, et c'est à ce prix-là que ça va se vendre. Et j'en ai un jour qui s'est vexé au téléphone, il m'a dit non, attendez, mais si vous l'achetez à ce prix-là, et c'était un immeuble qui était affiché 720, et moi je dis qu'il nous le fallait autour de 600, donc t'enlèves 20% en gros. Et lui, ça lui semblait démentiel, alors que moi j'étais vraiment, j'ai pas abusé quoi. Là pour le coup j'étais sur des critères locatifs, pas sur des critères marchands. Il me disait non mais si vous achetez à ce prix-là, vous achetez, c'est l'affaire de l'année. Et je dis écoutez, vous n'êtes pas là pour mal acheter monsieur. Et oui, et puis dans la même ville on fait d'autres affaires au même prix, donc on n'est pas en train de délirer non plus, c'est des choses qu'on a déjà fait et qu'on continuera de faire, et si c'est pas avec cet immeuble ça sera avec un autre, c'est pas grave. L'idée c'est de perdre du temps pour personne, ni pour vous ni pour nous, donc parlons-en un petit peu au téléphone, et si jamais c'est quelque chose qui est susceptible de fonctionner, nous de toute façon pour vous faire une offre plus précise, il faut qu'on se déplace. On a un cas en ce moment d'un immeuble sur Lyon où pour le coup, finalement, la marge de négo, on sait qu'elle est existante, on sait qu'elle est importante, on sait qu'on sera pas tout à fait dans ce qu'on a demandé de base, mais que l'immeuble il est très beau, et du coup maintenant il faut aller le voir en fait pour être plus précis et pouvoir mettre un prix en face, parce que il y a plein de choses qu'on perçoit en visite qu'on peut pas percevoir sans ça. Mais à la fois, si on nous avait dit cet immeuble-là il va partir au prix, on irait pas, on se déplacerait pas, parce qu'il serait trop loin de nos critères. Je suis d'accord. Et on aime bien en fait aussi des fois, je trouve, planter un peu une graine dans la tête de l'agent IMO, en mode il sait que si jamais ça pouvait descendre à ce prix-là, il a déjà l'acquéreur qui va bien quoi. Je sais pas si moi ça je le fais bien, j'aime bien ça. C'est vrai que la négociation ça peut être sur du long terme, c'est pas forcément ça c'est intéressant accepté directement, ça peut prendre plusieurs mois ou voire plusieurs années. T'as déjà eu des négociations comme ça sur le long terme aussi long que non. T'en as pas eu? T'as un exemple ou pas? Moi je pense que j'en ai, mais j'arrive pas à trouver une négociation. Si, il y a un exemple d'un immeuble qui est ici où on a rencontré son acquéreur il y a pas longtemps. C'est un immeuble que j'ai visité il y a 2 ans. Et finalement, le vendeur, donc moi je lui avais donné mon prix, ça lui allait pas. Il me disait c'est vendu, sauf qu'à chaque fois, finalement il me disait ouais, revenez visiter, j'ai rénové des apparts, donc finalement c'était pas si vendu que ça. À chaque fois le compromis sautait faute de financement. Mais je disais nous, notre offre elle est ce qu'elle est, mais elle est sans condition de financement. Et finalement, au fil de l'eau, il résolvait les problèmes de son immeuble. C'est-à-dire que lui n'était pas pressé de vendre, il a mis finalement 2 ans à le vendre, mais entre le moment où il l'avait mis en ligne et le moment où il l'a vendu, il y a plein de choses qui ont évolué, des gens qui payaient pas qui sont partis, il a rénové les appartements, il les a remis en location, donc forcément ça change la valeur du bien. Et là, t'es typiquement sur quelqu'un qui en veut un prix, où il sait que son immeuble il lui fait, 8 000 € de loyer par mois. S'il vend pas ce mois-ci ou dans 6 mois, c'est autant de loyer collecté en plus. Et c'est là où des fois, en fait, la typologie, nous on bosse quasiment que sur des immeubles de rapport, c'est un peu la typologie la plus dure à travailler, parce que c'est quelque chose qui est productif de revenus. Autant quelqu'un qui vend sa maison parce qu'il doit en racheter une nouvelle et qui a un prêt relais dessus, et à un moment donné, en fait, il va se rendre à l'évidence et vendre sa maison au prix marché. On en vient au rapport de force, en fait. Quand le vendeur il est en position de force, c'est plus difficile pour toi de négocier. Et ça, faut arriver à le comprendre assez vite. Il faut avoir cette intelligence relationnelle de capter si tu peux négocier ou si en fait, en fait c'est le vendeur qui fait la pluie le beau temps, quoi. Ah, c'est intéressant. T'as aussi des cas où c'est le vendeur qui s'est fait draguer par une agence IMO qui lui dit non mais donnez-moi un mandat, je peux vous le vendre 800 000, parce que l'agent IMO lui se dit étape numéro 1 avoir un mandat, étape numéro 2 essayer de conclure la transaction, sauf que l'étape numéro 1 il y arrive, il met en ligne, il y a 50 personnes qui viennent visiter, les locataires sont dérogés dans tous les sens, et en fait le vendeur lui campe sur ses positions, parce que de base par définition il n'était pas vendeur, il n'avait pas de besoin, en fait il a juste vu une opportunité à laquelle il n'avait pas pensé, mais qui est inexistante, parce que personne paye ce prix pour son immeuble. Ça te donne des situations qui sont sclérosées, et pour prendre un exemple, l'immeuble qui est mitoyen avec le nôtre, ça fait combien de temps qu'il est à vendre? J'irais bien officiellement 2 ans, je pense. Et donc avant encore plus, et il est invendable au prix affiché, il est dans plusieurs agences à des prix différents d'ailleurs au passage, tu vois, ça n'a pas de sens. Et j'imagine que les locataires à côté, ça fait 50 fois qu'ils ouvrent leurs portes et ils en ont marre de voir des visites chez eux. C'est clair. Pour rentrer concrètement dans le vif du sujet, quels sont pour vous les meilleurs leviers de négociation quand vous visitez un bien? Moi, j'en vois un aujourd'hui, c'est l'aspect travaux. Donc, c'est vrai que quand il y a un bien où il y a des travaux qui vont être à faire, généralement, c'est plus facile de négocier. Après, le pendant de ça, c'est que parfois, l'agent IMO l'a déjà intégré dans son prix de vente, on va dire. Et je trouve que là, c'est à nous, en fait, en tant qu'acquéreur, d'arriver à trouver des travaux supplémentaires que l'agent IMO n'aurait pas forcément vu, entre guillemets. Je prends un exemple très concret. Le bien est plutôt en bon état, mais c'est pas terrible. Mais par exemple, il n'y a pas de VMC. Il faut mettre une VMC dans les logements aujourd'hui, c'est devenu important, avec l'humidité, etc. Dire, là, il y a une VMC. Là, ça a coûté à peu près 2 000 €. Et essayer, en fait, de mécaniquement
rentrer dans la tête de l'agent IMO ou du vendeur en disant ah ouais putain il y a ça à faire, putain il y a peut-être ça à faire. Vous voyez d'autres leviers sur les travaux ou que ce soit carrément d'autres leviers en fait. Comment en fait voilà vous arrivez à trouver la petite bête, quels sont généralement les meilleurs leviers? Après, ça rejoint un peu les travaux, mais souvent, il y a des biens qui ont été rénovés il y a une quinzaine d'années, donc qui peuvent être encore en très bon état. Mais par contre, à l'époque, on ne se posait pas la question des DPE, l'isolation, tout ça, on y pensait beaucoup moins que depuis 2000. Ouais, depuis 5-6 ans, c'est devenu vraiment quelque chose. Les locataires maintenant nous demandent tout le temps les DPE. Quoi. Si on isole un comble, on peut basculer sur une autre note et ça ne va pas coûter très très cher. C'est vrai que ça peut être un levier aussi. Ouais, les DPE, c'est vrai que c'est un très bon levier. Ouais. C'est vrai qu'il y a une grosse décote quand tu as du F ou du G. Donc si tu arrives à intellectuellement trouver une solution moins coûteuse que ce que l'agent IMO lui il avait imaginé pour faire sa valo, mécaniquement tu vas gagner de l'argent quoi. Et tu peux appuyer dessus. Un locataire pas qualitatif qui a vraiment pas entretenu son logement, est-ce que pour vous ça c'est un axe de négo? Est-ce que vous appuyez un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu touchy parce que c'est à l'appréciation de chacun, la propreté du logement, l'état d'entretien du logement, mais est-ce que vous osez appuyer un peu des fois sur le fait que le logement soit pas entretenu? Ouais, parce qu'on voit quand même des cas extrêmes. Hein. Et oui. Pour le coup, quand c'est le cas, oui. Non, mais on parle pas des vides qui sont pas faites. On parle vraiment de quelqu'un, par exemple, un gros fumeur dans l'appartement, des choses un peu comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Okay. Surtout quand t'es, en fait, généralement, et il y en a un qui est pas loin d'ici, vous allez comprendre duquel je parle, où il y a plein de T2 et ils sont tous très similaires, sauf un qui est tout pourri en fait, parce que le mec a un énorme chien dedans. Même le vendeur, lui, il était pas très conscient de l'état de cet appartement-là. C'est là-dessus que finalement, on s'était quitté sur la première négo pour se retrouver après sur un prix qui était plus faible que ce qu'il voulait, du fait de l'état de cet appartement. Parce que lui-même, il en avait pas conscience et en sortant de la visite, il se désavoue pas. Donc il trouve d'autres qualités limite pour essayer de compenser ça. Alors que lui-même, il est dégoûté parce qu'il avait rénové cet appartement comme les autres. Il a très mal vieilli à cause d'un locataire. Donc ça, on le prend en compte dans tous les cas en fait, un peu comme un immeuble qui est tout à rénover, qui est tout vide, évidemment qu'on va compter les travaux, on va pas compter notre renta que sur le prix d'achat. Là aussi, s'il y a quelque chose qui est en très mauvais état, où tu te poses même pas la question de est-ce qu'il faut le rénover ou pas au turnover, un truc qui a 15 ans, qui est en bon état, on se dit on verra au turnover, mais de base par défaut il est en bon état, on peut le relouer comme ça si demain la personne part. Là dans ces cas-là où c'est impossible, on va le prendre en compte. Ok. Mais il faut que ce soit une minorité, parce qu'on n'aime pas, pour le coup, sur la foncière, acheter des immeubles avec une majorité de choses en mauvais état, parce qu'on en voit, et parfois c'est 100% de mauvais état, 100% de tout est insalubre, et ça, pour le coup, on fait pas. Ouais, je suis d'accord. Quand il y a des gens dedans. Ouais, bien sûr. Pour moi, notamment sur l'immeuble de rapport, plus tu vas investiguer l'immeuble de rapport, donc ça veut dire descendre dans la cave, aller voir les planchers, vraiment fouiller, aller voir la charpente, aller voir la toiture, plus ça va te donner de cartes en main pour négocier. Je prends un exemple, par exemple, c'est un exemple qui est extrême, c'est l'immeuble à Saint-Côme. Celui-là, il y a eu un défaut de plancher, il y a des vidéos qui sont dessus, je vous invite à aller les regarder. Où là, toi, Mélanie, la première fois que tu vois l'immeuble, il y a un prix affiché qui était déjà très bien pricé. Tu descends dans la cave et tu t'aperçois que le plancher, il est dans un état, faut le refaire quoi. Donc là, en fait, c'est un cas extrême, donc en fait on a négocié mais en fait on n'a pas gagné d'argent parce qu'il fallait refaire le plancher. Deux, mais c'est parce que derrière on avait je sais plus combien c'était 60 000 pour refaire le plancher. Grosso modo c'est 50 000 euros de plancher. 50 000 euros de plancher. C'était donc là 50-60. On a divisé le prix par deux, mais c'est exceptionnel. C'est ça. Mais par exemple, si ça avait été un cas un peu moins extrême, je dis n'importe quoi, il fallait peut-être juste renforcer le plancher. Le vendeur, ça va l'impacter psychologiquement en disant putain, là, il y a un vrai danger pour mon locataire. Allez, vas-y, je m'en débarrasse. Peu importe un peu le prix, tu peux négocier un peu plus fort, peu importe un peu la négociation. Moi, je veux m'en débarrasser, je veux pas être porteur de ce type de problème. Et ça, en fait, c'est vrai que plus tu investigues le bien et plus tu peux trouver. C'est ça, ouais. Il y a des cas où le problème, en fait, le propriétaire n'a pas l'argent pour le résoudre. Oui. Donc, par exemple, un immeuble qui est tout vide, qui est tout à rénover, et qui a une grosse taxe foncière, lui, il doit la payer, sa taxe foncière. En attendant, il n'a pas de revenu locatif et il n'a pas d'argent pour faire les travaux. Donc, on est dans le contexte inverse de celui du propriétaire où il y a 20 appartes, il a tous ses locataires qui payent. Tous les mois où il vend pas, il rentre 8 ou 10 000 euros de loyer. Donc, ça aussi, ça joue sur le fait que le temps joue en notre faveur ou en notre défaveur en fonction du contexte du vendeur. Et plus il y a de défauts à résoudre, plus augmente la probabilité qu'il n'ait pas l'argent pour s'en occuper, qu'il n'ait pas envie de s'en occuper, ou les deux. Je suis d'accord que pour moi, c'est plus facile de négocier sur un immeuble vide qui produit pas de revenus locatifs parce qu'on en revient un peu au rapport de force. Le vendeur, pour lui, c'est juste un coût, quoi. C'est juste de la taxe foncière, c'est peut-être un peu d'entretien de l'immeuble. Et en fait, en face, il n'y a pas de recette. Il est un peu quand même plus pressé de vendre. Et ça, c'est quand même, je trouve, en tant qu'acquéreur, c'est plus facile de travailler sur des biens comme ça que, comme on le disait tout à l'heure, un bien qui produit déjà des loyers où en fait, il n'a pas de prêt en face. Il est moins pressé, quoi. Et ça, c'est plus difficile à travailler. Et vous voyez d'autres pistes de négo, du coup, donc on a parlé de travaux, on a parlé d'entretien de l'immeuble. Pour le coup, au-delà de dire l'appartement il est à rénover, tout le monde avait vu qu'il était à rénover, donc après on discute un peu de quel est le pricing des travaux, mais finalement tout le monde est d'accord là-dessus, c'est aussi justement de lui faire voir des choses qu'il n'avait pas forcément vues,
que ce soit en travaux ou que ce soit en défaut. Et je vais donner un exemple qu'on a vu récemment, d'avoir des nuisances autour, tu vois duquel je parle, des nuisances importantes, et où pour le coup, en fait, la personne, donc l'agent IMO qui nous le fait visiter, nous dit cette nuisance, je l'avais pas vue. Il l'avoue, il est pas en mode je me désavoue pas, au contraire, il dit ça y était pas, ou je l'avais pas vu, je sais plus ce qu'il nous a dit exactement. Et donc en l'occurrence, nous, ce bâtiment, faut qu'on l'achète à un prix qui est très faible par rapport à son prix affiché. Donc du coup, l'agent IMO, une fois qu'il m'a envoyé quelques infos, et je le rappelle, et je lui dis qu'est-ce que vous en pensez, quelle est la décote qu'il faudrait qu'on applique par rapport à ces défauts, qui sont des gros défauts. Et il me dit peut-être 50%, et si vous pouvez faire mieux c'est bien, mais pour moi c'est 50% de décote. Et donc du coup on lui envoie une offre à moins 58% par rapport à son prix affiché, donc on divise par plus que 2. Et en valeur absolue c'est des gros montants en plus, on parle pas de 100 000 et 50 000 euros, quoi. C'est vraiment gros montants. Ouais. Et il y a aussi cette part de, même pas de hasard, parce que c'est même pire que des locataires qui payent pas, dont il faut gérer l'éviction, c'est finalement des éléments qui sont extérieurs, qui sont à l'extérieur de l'immeuble, sur lesquels on a presque pas de prise. Un tout petit peu, mais c'est pas grand chose. T'as même pas le côté de dire tiens je fais une bonne affaire et puis après je vais aller travailler pour régler le problème. C'est finalement j'accepte ces nuisances qui sont existantes et qui devraient perdurer, donc le seul truc sur lequel je peux travailler c'est le prix. Mais en l'occurrence, si lui il m'avait dit il y a 10% de décote, on en serait resté là, il aurait jamais eu d'offre. À ce stade, on attend le retour, on verra bien s'il a accepté ou pas. Ouais. Mais c'est typiquement des choses où lui, il l'avait pas pris en compte, et c'est ce point-là exact qui fait qu'il y a plus de 50% de décote plutôt que 10. Et après, donc là, négociation, on a bien compris qu'il il fallait s'adapter à chaque bien, essayer d'appuyer un peu sur les défauts. Souvent, on fait quand même du off-market. La plupart du temps, quand même, c'est ce qu'on achète, c'est pas sur le marché. Quand vous démarchez un particulier, que le particulier est sensible au fait que il se dit je vais vendre, le particulier clairement il n'avait pas forcément pour objectif de vendre, donc déjà on n'est pas en position de force, et évidemment il vous dit donnez-moi votre prix et puis on verra si ça le fait. Comment vous arrivez à donner un prix, à essayer c'est un peu le jeu de qui va parler avant qui. Comment vous gérez cette situation? Parce que je trouve qu'au début, quand on était investisseur débutant, ça n'arrivait quasiment jamais parce qu'on n'avait pas le réseau pour. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quasiment, constamment. Là encore, on en a visité un pas très loin il y a quelques semaines. On n'avait pas vraiment de prix. Elle m'a dit donnez-moi votre prix sans avoir visité. Et je lui dis c'est compliqué, donc tu donnes un peu une fourchette. Mais le problème de la fourchette, c'est qu'en gros, toi tu vois le bas de la fourchette, le vendeur il voit déjà le haut. Mais comment donner une fourchette précise sans avoir visité les biens? Ça, c'est très difficile. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est assez inconfortable et ça arrive de plus en plus. Ouais, ça arrive donc, souvent. C'est compliqué. C'est vrai qu'on discute beaucoup entre nous en se disant attends, comment déjà, est-ce qu'on est d'accord entre nous avant de faire la propos? Parce que souvent, on nous demande de donner un prix sans même avoir visité le bien, quoi. Donc, c'est vrai que souvent, on donne une fourchette assez large avant de visiter le bien. Ah, j'ai un cas là, ça c'est un peu parti en live quand même. Celui qu'on a visité qui était totalement inoccupé. En gros, c'est un immeuble c'est pas du tout l'habitation, ça a été un local de stockage depuis toujours. Moi, je l'ai démarché, donc c'est un particulier, il me répond favorablement. Et il me dit, par contre, moi j'habite loin, donc avant de visiter, je veux avoir une fourchette, quoi. Mais c'est très compliqué, parce qu'on sait même pas le nombre d'appartements qu'on peut faire. Enfin, donc je lui donne une fourchette assez large. En gros, ça va quasiment du simple au double, et je lui dis bien, ça sera en fonction du nombre d'appartements qu'on peut faire, du nombre de fenêtres, etc. Enfin, je rentre déjà un peu dans la négo, quoi. Il accepte qu'on puisse visiter. Donc en fait, c'est aussi un peu ça. T'es obligé de donner des fourchettes parce que t'as envie de visiter ce bien. Ça se trouve, c'est vraiment une pépite, même aux fourchettes hautes, c'est intéressant. Donc, tu es obligé d'un peu quand même de donner une fourchette large. Et on le visite. Et en vrai, il est dans la fourchette basse. Mais vraiment, déjà, je m'étais engagé sur un prix fourchette basse où si je l'avais, j'étais content. Si je l'avais pas, c'était pas grave, quoi. On visite, ça se passe plutôt bien. On y va ensemble parce que je voulais ton avis. Je sais pas, 2 jours après, j'envoie un mail au vendeur. Je lui dis, on pourrait vous en proposer tel prix. Et là, il me répond par mail, il me fait, vous avez une offre qui est indécente, c'est un manque de respect. Et là, j'ai dit, ouais, mais gars, je m'excuse, je dis, l'objectif, c'était pas de manquer de respect. Et vraiment, c'était pas un prix. Enfin, j'avais pas l'impression de faire l'affaire de l'année, quoi, tu vois. Donc, c'était 120 000 euros. Mon offre indécente, je suis désolé, mais vous attendiez quel prix, quoi, parce que et il me dit, 160. Non, mais gars, on n'est pas non plus sur la proportion. Pas très loin non plus. On n'est pas non plus sur une proportion de négociation qui est énorme entre ce que tu veux et ce que je peux te proposer. Je lui dis que moi, j'irai pas au-delà parce que c'était quasiment du fermé définitif. Mais des fois aussi, c'est vrai que c'est compliqué parce que le gars, vraiment, il a vraiment très mal pris. Il me parlait d'offres indécentes. Et en fait, on se rend compte qu'on n'était pas si loin que ça, quoi. Et parce que toi, tu raisonnes en pourcentage, tu dis que t'es 25% plus faible que lui. Et c'est des amplitudes qu'on voit très souvent. Mais lui, il voit 40 000 euros, c'est peut-être 1 an de travail ou 2 ans. Ouais, donc, peut-être. Il se sent vexé, tu vois. Peut-être. Et c'est là où aussi, par rapport au fait de dire, tu sais, faut pas péter des négos à 5 000 euros quand c'est déjà une bonne affaire qui est amenée, mais t'as aussi toujours le revers de la médaille de se dire, en fait, le temps de le dire, je gagne 5 000 euros. C'est peut-être 2 mois de revenus, 5 000 euros. Si t'arrives à gratter 5 000 euros, c'est l'équivalent de 2 mois de travail à temps plein. Je suis d'accord. Mais à la fois, il faut remettre les choses dans leur contexte, et plutôt que de le corréler à ça, moi j'aime bien le corréler en mois de loyer. Tu vois, quand on parle de locatif, tu casses une négo pour 2 000 euros alors que l'immeuble, il t'en rapporte 10 par mois. Ouais, c'est débile. En fait, si tu mets plus d'une semaine à retrouver aussi bien, t'aurais mieux fait de t'asseoir sur la négo et d'accepter les 2 000 euros de plus. Mais c'est vrai
que c'est difficile quand tu dois parler en premier. Je trouve que c'est très dur parce que tu as toujours le sentiment en fait en fait c'est un peu du quitte au double, je trouve. Et moi vraiment, j'ai quand même l'habitude d'acheter des biens. J'ai toujours une petite angoisse. Vraiment, quand tu fais une visite et que tu appelles le gars et que le gars il est au téléphone, il attend ton prix, tu sais jamais si le gars il va bien le prendre ou mal le prendre. Après, je suis jamais mort, personne m'a tué parce que j'ai donné un prix indécent. J'en ai un autre en tête où le gars, au téléphone, il me dit mais vous foutez de moi, vous m'avez fait perdre mon temps, monsieur. Et t'es un peu mal à l'aise, je suis désolé. Et en plus, pour moi, c'est vraiment des bons prix. Enfin, c'est des prix qu'il faut acheter, quoi. Ça fait un peu mal à ton ego quand même parfois. Tu vois. Donc quand tu négocies, ouais, faut mais des la fois. Plupart du temps, ça se passe quand même Ouais, bien. la plupart du temps. Mais tu retiens souvent les vrais, ça se passe pas très bien. Mais oui, la plupart du temps, ça se passe bien. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite appréhension de savoir comment la personne en face, elle va réagir face à ton offre. Et à contrario. Et quand la personne te dit OK, tu te dis oh mais j'aurais dû négocier un petit peu plus. J'ai l'exemple de l'immeuble à Dijon. Pour le coup, on s'est fait préempter, mais c'est dommage. C'est un prix canon en vrai que tu négocies. La personne, elle dit oui très vite en fait. Et du coup, t'étais un peu, à ce prix-là, on était hyper contents. Et en fait, vu qu'elle dit oui tout de suite, tu fais ah putain, ça se trouve, on aurait pu aller encore plus bas, tu vois. T'es jamais satisfait parce que quand t'as un oui rapide et que ton offre passe, tu dis toujours putain, ça se trouve, j'aurais pu peut-être prendre 10 000, 20 000 de moins. Quand elle passe pas, forcément, t'es pas content. Mais c'est pour ça que des fois, dans la négo aussi, il faut des fois se dire ok, faut mettre l'ego de côté en mode si j'ai déjà un très bon prix, c'est déjà très bien, ça colle à mes objectifs, comme tu disais, c'est peut-être à peine genre un mois de loyer que je suis en train de négocier et ça n'a pas d'intérêt même. Et il faut des fois savoir mettre son ego de côté en se disant ok tant pis, il faut que j'achète, c'est dans mon intérêt. Et ça c'est important, je trouve. Le vendeur il fait souvent une contre-proposition quand même. Ouais, ce que j'allais dire, ça se finit souvent en contre-propos. Ce que j'utilise toujours, c'est allez, on coupe la poire en deux. Et généralement, ça passe tout le temps le on coupe la poire en deux, parce que tout le monde fait l'effort, le même effort, et en fait, tu arrives toujours à renégocier un tout petit coup à ce moment-là, quoi. Ça se finit comme ça, généralement, la négo, on coupe la poire en deux. Je sais pas si toi tu le fais, moi je le fais tout le temps. Non, pas forcément coupé en deux. Déjà, ça dépend en valeur absolue de combien on parle et de à quel point est-ce qu'on était optimiste par rapport au vrai prix qu'il nous faut, tu vois, sur la première offre. Mais en gros, quand on est en direct propriétaire de quelqu'un qui est pas spécialement vendeur, je me dis qu'il vaut mieux taper bas parce qu'en fait, c'est dans ce contexte-là, tu as la plus grande probabilité de faire une très bonne affaire. Tu vois, si on regarde un peu ce qu'on a fait en marchant sur les meilleures affaires ou autres, il y a des fois où tu peux tomber sur des gens qui sont décorrélés du prix parce que l'immeuble, ils en ont hérité, parce que pour eux, ça vaut rien parce qu'il y a plein de travaux, parce que le truc, ils l'avaient acheté en francs il y a 50 ans, tu vois. Donc c'est là où tu augmentes quand même la proba. Alors que quand tu as plusieurs personnes qui sont passées autour de ça, tu baisses la probabilité d'acheter à un prix qui est décoté. Donc pour moi, quand tu es en direct propriétaire, mais pas en direct propriétaire le bon coin, en direct propriétaire, tu le connais par un biais ou par un autre, c'est là qu'il faut essayer de rentrer bas si lui ne veut pas parler d'abord. Et c'est souvent le cas. Je l'ai fait il y a pas longtemps et même chose, il me dit non, c'est trop bas, moi je pense que je peux le revendre plus cher. Et intérieurement, je suis d'accord avec lui. Mais du coup, moi je lui explique la démarche par rapport aux défauts que j'ai pu voir du bien de ce qu'il m'a envoyé parce que je n'ai pas encore été le visiter. Et souvent ça s'arrête là. Mais on en a un deuxième en cours, on va signer le compromis bientôt. Et où, pour le coup, le moindre truc qu'on pourrait vouloir rajouter, c'est un non immédiat. Ouais. Parce qu'en fait, les gens se sentent un petit peu... ils n'ont pas eu le dernier mot. Alors que dans la négo, faire du ping-pong, couper la poire en deux ou finir par accepter une contre-offre, et en fait, ça lui donne en partie raison. Et du coup, les deux sont et insatisfaits et satisfaits. T'en as pas un qui a l'impression d'avoir été un peu, tu vois, pris au dépourvu par l'autre. Ouais. Et c'est là où je trouve la meilleure négociation, c'est où en fait où tout le monde a l'impression d'avoir un petit peu gagné. Et même après, dans le compromis, etc., ou dans toute la relation d'achat, c'est quand même plus serein que quand vraiment le gars il a l'impression de s'être fait saigner. Et là, tu sais quoi, là, dès que tu vas lui demander le moindre truc, même limite une revisite, ça va crisper tout le monde, quoi. Et ça, c'est vrai que moi j'aime bien, au moins tout le monde a l'impression d'avoir gagné. Le vendeur, il pense avoir vendu au bon prix, nous on pense acheter au bon prix. Et en fait, tout le monde est content et puis ça se passe bien chez le notaire. Ouais. Qu'est-ce que vous actionnez une fois qu'on est d'accord sur le prix ou peut-être avant comme autre levier de négociation que l'argent? Si on a un locataire en place et que le loyer était un peu bas, on peut voir avec lui si le locataire n'a pas l'intention de quitter les lieux, de prévoir un turnover, un changement de locataire en rehaussant le loyer par exemple. Ouais, il y a aussi le fait que là, tu vois, notamment sur ton immeuble que tu es en train d'acheter, il y a une partie de logement qui est pas loué, tu vois. Ouais. Et ça aurait pu être intéressant de négocier avec la vendeuse et l'agent immobilier la remise en location déjà immédiate en fait des logements. Comme ça, toi, ça t'évite de te prendre 2-3 semaines de vacances locatives. Et en fait, mine de rien, 2-3 semaines, il y a quoi? Il y a 4 lots qui sont pas loués? Ouais. Ouais, 2-3 semaines sur 4 lots, tu vois, ça te fait vite en fait 2000 balles tu vois, dans ta poche sans avoir quasiment rien fait, quoi, en fait. Même limite, c'est toi qui t'occupes de toute la mise en location, on va dire, avec la validation évidemment de la propriétaire, parce que c'est encore elle qui est propriétaire. Mais ça, après, c'est vraiment au feeling et c'est en fonction de comment tu vois le vendeur, quoi. Je sais pas si toi, tu as d'autres idées en tête.
Donc du coup, le dernier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est aussi de faire plusieurs variantes d'une seule offre, c'est-à-dire, autant quand on achète un appartement, il n'y a pas 50 variations, mais par exemple quand on achète un immeuble ou plusieurs lots de copro, ou un ensemble avec un immeuble, plus des stationnements, plus un local commercial qui est à côté dans une copro, finalement, de faire plusieurs valorisations. Déjà parce que parfois dans ces ensembles-là, il peut y avoir différentes fiscalités, quand il y a différentes natures de vendeurs, parce que dans mon exemple, peut-être que le vendeur il a l'immeuble en perso, le local commercial dans une SCI, et puis l'autre, les stationnements encore dans autre chose, en indivision avec quelqu'un. Le fait de bouger les prix d'achat, nous ça va rien nous changer tant que la somme reste la même, mais par contre lui peut-être qu'en fiscalité ça lui change. En fait le truc là-dedans c'est que quand on fait plusieurs offres, on est en train de donner le choix à quelqu'un. Donc c'est un peu comme quand tu dis à tes enfants, est-ce que tu veux manger ça ou ça? C'est mieux que de lui dire tu manges ça. Parce que dans le cas où tu dis tu manges ça, t'es en train de lui donner un ordre. Alors que quand tu dis est-ce que tu veux ça ou ça, t'es en train de lui laisser le choix. On en revient tout à l'heure où en fait le gars il a l'impression un peu de choisir et que la négo se passe bien parce que du coup tout le monde y a gagné quoi. C'est ça qui est intéressant. Et en fait là de collecter des informations, de comprendre sa fiscalité, de comprendre qui possède quoi, depuis combien de temps, de lui recalculer ses abattements, finalement ça permet. Il y a que toi qui fais ça. Moi je donne un prix, je jette un prix et ça c'est bon. Non mais d'avoir ces données d'entrée c'est super intéressant et là aussi en fait t'es en train d'enlever d'argent à personne, c'est-à-dire que tu fais la même offre, mais du coup le vendeur va peut-être plus accepter ton offre parce que tu l'as un petit peu aidé à optimiser sa fiscalité. Non mais clairement c'est intéressant parce que cette vidéo de quoi elle ouvre un peu le spectre. Il n'y a pas que le prix d'achat, on a parlé beaucoup de prix d'achat parce que c'est quand même le nerf de la guerre et c'est le début du process d'achat, mais il y a aussi toutes ces négociations autour, des fois des choses qui coûtent rien à personne et en fait qui vont en fait mettre un peu d'huile dans les rouages et qui vont faire que après même le process d'achat se passe mieux que si le gars a l'impression d'avoir été ça a été un bras de fer ou le gars a l'impression d'avoir perdu. Ok, hyper intéressant. Mélanie, c'est bon. C'est tout bon. T'as pas de mot de la fin, c'est ok. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à dire dans les commentaires aussi si vous avez déjà fait des grosses négos, si oui, comment, etc. Nous donner aussi vos retours. En tout cas, suivez-nous toujours sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, et puis on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. À bientôt.